faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et directeur de programme de doctorat en santé communautaire. Je vais ouvrir le bal tout simplement en 2 minutes pour vous souhaiter d'abord une bonne soirée. Je vous remercie aussi d'être présent ce soir et de rappeler que cette conférence sur la promotion de la santé, intitulée La promotion de la santé, l'oublié et donc est organisée avec plusieurs partenaires, vous allez le voir, dont la faculté des sciences infirmières. C'est une conférence qui s'inscrit dans le cycle en fait, des conférences qu'on organise à la faculté qui portent toujours sur un thème santé. On en a eu dans le passé qui portait sur la médicalisation de la vie, une autre qui portait sur le TDAH, une autre qui portait sur les inégalités sociales de santé, etc., etc. Donc vous voyez un peu le type de conférence que l'on organise. Quand je dis tout à l'heure que la conférence est intitulée La promotion de la santé, l'oublié, je rappelle parce que le titre a quand même été choisi, autrement dit, est-elle une oubliée, ou derrière cela, si on oublie le faut-il l'oublier quelque part. Donc c'est un petit peu le sens, double sens qu'il y a dans le titre. Si on organise à la faculté des sciences infirmières une conférence sur le sujet de la promotion de la santé, c'est, à mon avis, et ça c'est seulement mon avis, mais j'imagine que certains le partagent, pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est à peu près normal, on dira, ou attendu, qu'à partir du moment où une faculté offre des programmes de maîtrise et de doctorat en santé communautaire, on puisse discuter de la promotion de la santé. La promotion de la santé est un petit peu un cœur battant de la santé communautaire. On peut se féliciter aujourd'hui d'avoir ce type de conférence. Autre point qui mérite d'être souligné autour de cet arrimage promotion de la santé à la faculté des sciences infirmières, c'est que dans cette faculté, on entretient l'idée d'une santé qui colle de près quand même à cette idée du bien-être. Du bien-être, du bien-vivre. Et ça, c'est un point essentiel aussi qu'on va retrouver certainement tout à l'heure en discutant de la promotion de la santé. Autre point, c'est qu'à la faculté des sciences infirmières, dans ce type de programme de santé communautaire comme de sciences infirmières, eh bien, on considère les personnes dont on veut le bien et la santé comme des personnes jamais déliées du monde où ils sont. Ils ne sont jamais déliés de ce monde. À partir de là, bien, il faut discuter de cet ancrage, en fait, et de ce monde, et de la participation de ce monde à ce qu'ils deviennent et à leur santé, et notamment à ce qu'ils deviennent et à ce qu'ils veulent devenir comme personnes, sujets, qui pensent, qui s'affirment, qui cherchent à devenir dans les termes qui les entretiennent, dans les valeurs qu'ils entretiennent. Et il y a quelque chose autour de la promotion de la santé qui renvoie à un aspect peut-être moral aussi d'intervention, ou en tout cas moral qui se dessine dans ce champ d'intervention et de réflexion. Et je pense qu'on pourra aussi en reparler. Voilà. C'est un petit point d'introduction sur le bien fondé en fait de ce type de conférence à la faculté des sciences infirmières. Mais c'est aussi un dernier point pour moi de rappeler que c'est aussi une occasion. Alors une occasion de créer des liens entre de multiples partenaires qui finalement qui entretiennent un souci pour un sujet partagé. Et ces partenaires, vous allez en reparler, on en fait partie, et certainement dans la salle aussi, vous en faites partie. Et deuxièmement, c'est aussi une occasion, et je vais donner à ce moment-là la parole à Marie-Chantal, qui dirige le Centre de spiritualité santé. C'est l'occasion pour nous de rappeler la sortie d'un numéro de la revue Spiritualité Santé qui porte justement sur la promotion de la santé. Alors plutôt que d'en rester à la production écrite, à la matérialisation du sujet, eh bien on a pensé aussi qu'il fallait passer à la matérialisation, mais orale aussi du sujet, de poursuivre la réflexion. Et on en profite encore aujourd'hui pour vous rappeler ou vous indiquer tout simplement qu'à la faculté des sciences infirmières, on vient aussi de sortir un livre qui s'appelle La santé communautaire en 4 actes, qui réunit 51 textes, dont des textes en fait qui portent sur la promotion de la santé. Donc vous pourrez aussi tout à l'heure voir à ce sujet. Je laisse la parole à Marie-Chantal.
comme je le disais, qui dirige le Centre Spiritualité Santé, où on accueille et produit cette revue à Québec. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne conférence. Bonsoir, je vais être brève. Nicolas m'a volé mon scoop. Je voulais vous parler de la revue Spiritualité Santé que je dirige, mais là, vous le savez déjà. Alors, vous aurez l'occasion de la voir, de la toucher, éventuellement de vous la procurer après la conférence. Si vous êtes intéressé à voir comment et pourquoi un centre qui s'appelle Spiritualité Santé traite de la question de la promotion de la santé. Que vous êtes ici, non pas pour m'entendre, mais pour entendre les personnes ressources. Puis on aura l'occasion de discuter plus en profondeur, si vous le désirez, après la conférence sur la revue Spiritualité Santé. Ça me fera un plaisir de vous en parler. Et je voulais aussi en profiter, puisque les membres du comité de rédaction de la revue sont ici, les 4 membres sont là. Alors c'est un travail de production 3 fois par année qui se fait en collaboration. Alors il y a bien sûr Nicolas Bonarx, qui vient juste de me voler mon scoop. Je ne lui en veux pas. Vous avez aussi M. Bruno Bélanger, qui est assis à l'avant, qui travaille au Centre Spiritualité Santé comme agent de planification de programmation et de recherche. Et Éline Beauregard, qui occupe le même titre d'emploi que je ne répéterai pas parce que c'est trop long et j'ai toujours peur de m'enfarger quand je le dis. Alors voilà, c'est un travail conjoint qu'on effectue au niveau de la revue Spiritualité Santé pour essayer de toucher des sujets qui sont à l'intersection de la spiritualité et de la santé. Ça s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Alors, ça nous fera plaisir de vous en parler davantage après. Maintenant, fin des scoops. On passe tout de suite à l'entretien de ce soir, qui sera animé par M. Jean-Pierre Girard, qui est expert conseil international en entrepreneuriat collectif. Alors, je vous laisse entre les mains de M. Girard et de nos personnes ressources et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Donc, terminé la raison d'être de mon animation ce soir, vous voyez à gauche et à droite, donc l'information sur, d'un côté, un organisme qui s'appelle Health Nexus Santé. C'est un peu paradoxal, c'est en Ontario, et ici on est au Québec, mais c'est un organisme qui rayonne partout à l'échelle du pays. Moi, je suis administrateur de cette corporation-là, donc qui a un certain nombre de programmes en promotion de la santé. Et à droite, et j'aurai l'occasion de le répéter avant le moment convivial du lancement de la revue, c'est l'annonce de cette conférence sur la promotion de la santé qui se déroule donc du 16 et 17 octobre prochain à Charlottetown, l'année du Prince-Édouard. Ce qui est particulier, c'est que cet événement donc souligne le 30e anniversaire de la Charte d'Ottawa, mais avec une sensibilité particulière, la place et le rôle de la société civile dans la promotion de la santé. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'événement, j'ai des dépliants qui vont être disponibles à la fin. Et vous avez le site web aussi qui est en activité bilingue depuis quelques jours. Donc, moi, je suis membre du comité directeur de ce forum, comme je vous dis, qui est en préparation à l'île du Prince-Édouard. Donc, on va suivre à peu près cet ordre. Dans la présentation, on va débuter avec M. Roger Bertrand qui va nous présenter l'exemple du groupe Entreprise Santé. Donc, quelques notes rapides pour le présenter. M. Roger Bertrand est diplômé de l'Université Laval. Donc, on se retrouve en lieu connu ici. Il a notamment été directeur général du Conseil régional de la santé et des services sociaux de Québec, député de Port-Neuf à l'Assemblée nationale de 1993 à 2003, ministre à divers titres au sein des gouvernements Bouchard et Landry, et, c'est important de le souligner, ministre responsable notamment de la prévention. C'est alors une première à l'échelle canadienne, en 2002-2003. Donc, on a vraiment marqué une originalité ici au Québec avec cette responsabilité ministérielle de la prévention. Et M. Bertrand, donc, est président et cofondateur du groupe Entreprise Santé. M. Bertrand, s'il vous plaît. Merci, M. Girard. Ça fait vraiment plaisir de prendre la parole devant vous. Je vais essayer de manquer effectivement mes 15 minutes, alors je vais aller directement au fait. J'ai intitulé ma présentation « L'entreprise comme milieu favorable en promotion de la santé ». J'ai un PowerPoint que vous pouvez rendre disponible à l'ensemble des personnes intéressées sans problème. Je m'en sers simplement comme guide et comme itinéraire dans ma présentation. Alors, tout d'abord, je présenterai brièvement le groupe Entreprise en santé. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif créé en 2005
et dont l'objectif est de promouvoir la santé et le mieux-être auprès des employeurs du Québec en s'inspirant des meilleures pratiques. Cette initiative résulte du fait qu'au sortir de la politique active, j'avais constaté qu'après bien des années, j'estimais ne pas avoir réussi à mobiliser suffisamment le gouvernement ou les pouvoirs publics en matière de santé publique et notamment en prévention. D'où l'idée justement de créer ce groupe Entreprises en santé pour intervenir auprès des milieux de travail de façon à ce qu'on s'y mobilise, étant entendu que 60% de la population est sur ce plateau déjà organisé. On n'a pas besoin de structures particulières, mais il s'agit cependant de sensibiliser les acteurs à ce niveau-là sur l'information qui existe, sur la façon d'agir positivement sur la santé, en prévention, et sur également les meilleures pratiques dans le domaine qui peuvent leur permettre de progresser dans un objectif d'amélioration de santé. Et le rêve qu'on a, nous, c'est que faire en sorte qu'en 2017, la majorité des entreprises au Québec aient été sensibilisées à l'importance de la santé globale dans le milieu de travail, autant dans ses volets physiques que psychologiques. Qu'est-ce qui m'a amené justement à cette initiative de créer un groupe Entreprises en santé et de coopter l'ensemble des leaders du milieu de l'entreprise en l'an 2005? Bien, c'est premièrement devant la prescription récurrente, pour employer un terme médical, adressée au pouvoir public depuis 1972, c'est-à-dire depuis le rapport Lalonde, où à chaque fois, on a insisté d'une manière ou d'une autre sur l'importance d'agir en amont davantage des problèmes de santé. Alors qu'il s'agisse du rapport Lalonde en 1972, la Charte d'Ottawa en 1986, du rapport de la Commission Rochon en 1988, du rapport de la Commission Claire 2001, du rapport du Comité Perrot plus récemment en 2013, on tire constamment dans la même direction. Et pourtant, on a un patient qui est carrément sourd à la prescription. Alors qu'on se retrouve aujourd'hui avec 98% des budgets dans le domaine de la santé qui vont essentiellement au système de soins. On le comprend, il y a des problèmes à régler, mais ça veut dire un poids énorme, ceci, sur les finances publiques. Et pourtant, ce 98% ou à peu près, disons 97,5, je vais être généreux, explique 10% du bilan santé d'une population. Et que voulez-vous, on est en réparation à ce moment-là. Et on appartient à une société, comme bien d'autres, qui est bien en deçà de ce qui serait requis comme effort pour vraiment intervenir efficacement en amont des problèmes. Je me souviens d'un article que j'avais lu en 2002, au moment où j'étais effectivement ministre, notamment responsable de la prévention, de l'OMS, qui citait des données de l'OMS qui disaient dans des systèmes développés comme les nôtres, on devrait investir un minimum 5% des budgets totaux en santé pour commencer à avoir un impact sur la santé d'une population. En deçà de ce 5%, on n'a pas la masse critique pour vraiment influencer sur la santé globale de nos concitoyens. Alors, ça fait maintenant 50 ans que l'on devrait. On connaît pourtant les leviers de la santé. Hein? La majorité tient aux habitudes de vie, ainsi qu'aux environnements dans lesquels nous vivons. À peine 25 ou 30% à des facteurs d'ordre génétique, et je parlais du 10% qui tient justement au travail qu'on observe dans le système de santé. Et pendant ce temps-là, la non-santé progresse. L'augmentation de la sédentarité, de la mauvaise alimentation, de l'obésité, du stress, c'est bien connu. Détérioration également de l'état de santé des jeunes. Problème de diabète de type 2 à la vingtaine, dans ma génération à moi, qui a 68 ans maintenant. C'est des choses qu'on connaissait au tournant des années, je sais pas, de la quarantaine, par exemple. Donc, c'est préoccupant. Aussi, une courbe démographique qui fait en sorte que notre indice de dépendance à la population active s'accroît. Donc, on a intérêt, justement, à avoir des travailleurs et des travailleuses en meilleure santé possible. Également, du point de vue économique, c'est avec ça qu'on finance le reste. Une productivité au Québec qui est en deçà de nos principaux concurrents, qu'il s'agisse du reste du Canada, des États-Unis ou des principaux pays de l'OCDE. Donc,
croissante, donc concurrence sans cesse croissante, qui peuvent handicaper notre capacité justement à continuer à soutenir un système de santé comme celui qu'on a dans le monde. Alors donc, d'où l'initiative de l'entreprise en santé, avec l'appui de ses principaux leaders du milieu des affaires en 2005, et qui rejoint d'une certaine façon les indications de la Charte d'Ottawa en ce que la santé, nous dit-on, est une ressource majeure pour le développement social, économique et aussi individuel. Donc, on a tous à y gagner. On nous dit aussi que la promotion ne relève pas seulement du secteur de santé et des pouvoirs publics. Donc, allons-y. Encore une fois, une majorité de nos concitoyens sont sur ce plateau déjà organisé. La connaissance existe, les meilleures pratiques également. Alors, pourquoi ne pas y aller? Dans une perspective de responsabilité partagée. On a chacun notre bout à faire là-dedans. Donc, promouvoir la santé en entreprise parce que c'est une stratégie gagnant-gagnant qui rapporte à tous et à tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise elle-même, parce que ça lui permet de puiser dans ces gisements de productivité qui dorment dans nos organisations. Parce qu'aussi, ça profite à la personne elle-même. Si on réussit à générer ainsi non seulement une meilleure santé pour elle-même, mais également un environnement de travail plus stimulant, dans lequel la personne peut se réaliser autant professionnellement que personnellement. Donc, des gains autant au niveau humain que monétaire et pour tout le monde. Et rappelons-nous que la majorité des problèmes de santé sont au départ évitables. Quelques données qui peuvent nous donner un peu d'espoir et dont on se sert justement pour intéresser les gens d'entreprise à amorcer des démarches structurées générant la santé en entreprise. Éliminer un facteur de risque chez un travailleur augmente la productivité au travail de 9 % et réduit l'absentéisme de 2 %. Un employé non-fumeur coûte 4 256 $ de moins par année à une entreprise qu'un employé fumeur. Donc, si on réussit, par exemple, avec un programme ciblant la diminution du taux de tabagisme dans l'organisation, on a des gains immédiats en termes de productivité, en termes de réduction de l'absentéisme, etc. Tout n'est pas décourageant. À témoin, ce sondage Sonnett Buffett de 2013 auprès de mémoire 400 entreprises, dont une centaine du Québec, par lequel on apprend que beaucoup d'entreprises ont commencé à agir au cours des dernières années, mais malheureusement, peu le font encore de façon efficace, c'est-à-dire de façon structurée, avec une démarche qui puisse être considérée comme s'inspirant des meilleures pratiques. Au Québec, 6 employeurs sur 10, selon le sondage en question, offraient en 2013, et ça a continué, des programmes de santé mieux-être. Et plus du quart des employeurs québécois se donnaient la peine d'évaluer les besoins de leurs employés à cet égard. C'est 2 fois la proportion qu'on observe dans le reste du Canada. Donc, je pense que les efforts que nous faisons tous ensemble depuis maintenant quelques années commencent à produire leurs résultats en termes de sensibilité auprès des décideurs dans les milieux d'entreprise. Quand je parle d'entreprise, c'est au sens un peu générique du terme. Ça inclut toute organisation autour des travailleurs, avec une organisation qui a une mission à remplir, donc autant des organisations du secteur privé que du secteur public. Donc, travaillons sur la santé globale, dans une perspective de responsabilité partagée, chacun son bout de chemin à faire. Quand on a commencé à parler de santé en entreprise, les patrons nous disaient, mais oui, mais est-ce qu'on va me rendre responsable de la santé de mes employés? Est-ce que ce n'est pas le devoir de l'employé de se présenter à nos portes en santé? Et les syndicats, les grandes centrales nous disaient, ben oui, mais est-ce que les patrons vont commencer à s'occuper de ce qu'il y a dans nos réfrigérateurs? En tout cas, c'est un peu le genre de réaction qu'on avait. Ce sont des réactions que je n'entends plus aujourd'hui. On constate de plus en plus qu'effectivement, chacun doit faire sa part. Et dans le cas des milieux de travail, l'employeur d'un côté, qui possède un certain nombre de leviers à sa disposition pour agir positivement, et bien sûr les employés qui ont leur part de responsabilité également. Le tout dans une gestion participative. C'est également une clé du succès. Se poser les bonnes questions, proposer des bons gestes. Certaines organisations ont au cours des années, initié un tas d'activités croyant avoir un impact sur la santé à l'intérieur de leurs organisations, sans nécessairement avoir pris la peine d'établir ne serait-ce
qu'un bilan santé succinct. Autrement dit, où sont nos forces, où sont nos faiblesses lorsqu'on fait le bilan santé à l'intérieur de notre organisation. Alors, quand on parle de se poser les bonnes questions pour poser les bons gestes, c'est d'abord, effectivement, d'établir le bilan santé dans notre organisation. Et la fonction créant l'organe, comme entreprise en santé existe depuis maintenant 8 ans, comme norme et comme démarche, on a vu apparaître un certain nombre d'outils permettant justement d'établir ce bilan santé, dont certains sont éprouvés sur le plan scientifique. Je réfère notamment aux travaux de Michel Bézina et de l'Institut de santé publique, au niveau de questionnaires qui ont été développés, qui permettent non seulement d'avoir un certain portrait d'une organisation au niveau de la santé, mais de pouvoir également faire du benchmarking, de se comparer, par exemple, avec la moyenne des indices d'une population donnée, à l'intérieur, par exemple, d'une région. Bon. Alors, c'est autant de choses qui se développent, qui font en sorte que les outils existent. Il reste à convaincre les décideurs au niveau des entreprises. Alors, d'où donc cette démarche entreprise en santé, ou cette norme entreprise en santé qui a été développée à notre demande par le Bureau de normalisation du Québec, qui est une norme de type ISO, avec un certain nombre d'exigences qui résultent du fait que les personnes autour de la table, au niveau du comité technique qui ont développé cette norme-là, se sont inspirées effectivement de ce qu'ils considéraient être les meilleures pratiques en l'espèce. En plus de ça, imaginez, c'est rentable pour une entreprise, économiquement, en plus d'être rentable humainement. On parle à l'échelle du Canada d'un rendement sur l'investissement qui varie de 2 à 4 par dollar investi. Et on y constate quoi? Diminution de l'absentéisme, du taux de roulement du personnel, des cotisations, du coût de l'assurance collective, une amélioration du climat de travail, de la motivation du personnel, de l'engagement, de la qualité du service. Et je vous donnerai juste un exemple. Service de Cap Desjardins, 800 employés, centre-ville de Montréal, un centre d'appel, où il est reconnu, il est su que le taux de roulement du personnel est assez élevé, de par la répétition des tâches, de par l'environnement en général dans lequel on doit travailler. Résultat observé sur 3 ans, diminution de l'absentéisme de 28 %, diminution de 54 % du taux de roulement du personnel, diminution de 26 % du tabagisme. Là, ils ont peut-être été influencés par les grandes campagnes qu'il y avait à l'échelle du Québec à ce moment-là. Diminution de 26 % du sentiment de déprime. Donc, un retour sur l'investissement qui, dans ce cas-là, on a pu mesurer entre 1,50 $ et 3 $ par dollar investi. En conclusion, à 13 minutes, 11 secondes et 60, moins 75. Alors, selon la Charte d'Ottawa, le secteur de la santé ne peut à lui seul assurer le cadre propice à la santé, le plus propice à la santé. Je pense qu'on en convient. Et deuxièmement, nous disons la promotion de la santé nécessite l'action concertée du secteur public, du secteur économique, du secteur associatif et des autorités locales et bien d'autres. Donc, à chacun, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Mais l'on ne pourra réussir globalement en matière de prévention sans qu'au niveau de nos élus, et j'en parle avec grand aise puisque j'ai fait partie de 2 gouvernements successifs, sans donc qu'au niveau de nos élus, on y exerce le leadership nécessaire, tant en contenu qu'en ressources. Et c'est ce qui nous fait défaut depuis maintenant 50 ans, quand on parle de prévention. Je vous remercie. Donc, vous avez entendu dans cette présentation de M. Bertrand la question fondamentale qui est en lien avec la promotion de la santé, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et donc, on va plonger beaucoup plus dedans encore avec le prochain cas qui se déroule ici à Québec. Donc, un cas très concret où les questions d'environnement, de mobilisation citoyenne, etc. sont au cœur de l'action. Donc, je vous présente notre prochaine panéliste, Véronique Lalande. Donc, elle a fondé avec son conjoint Louis Duchesne l'initiative citoyenne de vigilance du port de Québec. C'est un regroupement de plus de 600 citoyens qui s'est donné comme mission de colliger et de diffuser l'information sur des impacts environnementaux des activités industrielles au port de Québec. L'initiative milite activement en faveur d'une réduction de ces impacts afin d'assurer à tous un milieu urbain plus sain. Personnellement, Véronique Lalande est détentrice d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en éducation.
Elle intervient comme spécialiste de la formation et du développement organisationnel depuis plus de 15 ans, tant dans le secteur public que privé. Donc, s'il vous plaît. Alors, je me demandais, est-ce que les gens voient bien, mais j'ai jamais... Elle est presque dans sa taille normale. Écoutez, merci à Nicolas de m'avoir invité. On s'est rencontrés en panéliste juste avant, puis j'ai fait la blague en disant que selon moi, j'étais l'intruse dans cette brochette d'invités. C'est-à-dire que pour moi, la promotion de la santé, c'est ni mon métier, c'est ni mon travail, c'est devenu mon passe-temps, mais par la force des choses. Et je vous dirais que de vous dire que je connaissais bien, ou que je connaissais la Charte d'Ottawa avant qu'on m'invite ce soir, depuis je l'ai lu, je trouvais que c'était un texte fort intéressant, court, bref et intense. Et donc, mon rapport avec cette promotion de la santé, c'est pas un rapport de théoricienne, c'est pas un rapport de spécialiste, c'est pas un rapport de professionnel, c'est vraiment un rapport humain, un rapport de moi face à une situation que je vis. Le deuxième motif pour lequel je vous dirais que je me sens un peu comme une intruse, ou en tout cas j'ai un petit écart ou un petit malaise, c'est qu'en fait, oui, on m'a invité ici pour démontrer, en fait, parler de ce qu'on a fait, puis donner un espèce d'exemple positif d'une contribution citoyenne qui est perçue en tout cas positivement dans la région de Québec pour avoir mis à jour quelque chose, puis avoir travaillé à faire changer une situation. Mais malheureusement, je suis toujours un petit peu en situation d'écart parce que c'est vraiment ce que j'appelle l'ombre et la lumière, la participation citoyenne. Donc oui, ce soir, je vais vous parler de choses intéressantes, mais il y a un prix à ça. Et s'appliquer, agir, ça a des côtés, ça a des jours forts, mais ça a aussi des jours très sombres. Et donc, d'organiser, de mettre sur le citoyen une pression d'être actif, de s'impliquer d'être dans son milieu puis de travailler, ça aussi, ça part donc, puis ça, il faut en être conscient. Et le troisième motif pour lequel je me sens un petit peu une intruse, c'est qu'en fait, autant dans les textes, et là, j'ai découvert la Charte d'Ottawa, mais tous les textes qu'on a lus, tous les sites Internet, toutes les missions au niveau de la santé publique, de la promotion de la santé qu'on a découvert depuis les 3 dernières années, autant j'y crois encore plus aujourd'hui, même qu'il y a 3 ans, autant dans ce qu'on a vécu, j'étais en mesure de constater à quel point il y a souvent un écart entre cette volonté-là, entre cette théorie-là, et entre ce qui se passe dans les faits. Et j'ai fait une petite pointe à M. Arruda tout à l'heure parce que je vous dirais que probablement notre plus grande déception et les gens avec qui on a dû lutter, vraiment lutter le plus fort, c'est les gens de la direction de la santé publique qui ont été pour nous et une grande déception, mais aussi vraiment un acteur qui veut nous confronter et qui nous confronte encore aujourd'hui au lieu de nous supporter. Donc, je vais essayer de vous dresser un portrait de ça. Je vais rapidement... on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc, ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, il y a des causes qu'on choisit d'épouser, puis il y a des causes qui nous tombent sur la tête. Dans mon cas, c'est au sens littéral. Cette cause-là m'est tombée sur la tête le 26 octobre, le jour où je me suis réveillée avec une fine couche de poussière rouge, alors que déjà depuis 2 ans, on se préoccupait de la quantité de poussière dans notre quartier. Et tout ce que vous avez vu dans les médias, tout ce dont vous avez entendu parler, tout ce dont je vais vous parler, ne vient pas de cet événement-là. Il ne vient pas du fait qu'on a reçu cette poussière rouge sur la tête. Il vient vraiment du moment où les autorités se sont pointées à ma porte parce que je les ai appelées afin de savoir ce qui se passait dans mon quartier. Et il vient vraiment de la réaction qui m'a été apportée tant de la Ville de Québec que du ministère de l'Environnement, où on m'a spontanément dit « Mais Madame Lalande, ce que vous avez là, c'est le port de Québec. » Tout le monde le sait à Québec que le port est le plus important pollueur de la région, mais personne n'osera jamais s'attaquer au port de Québec. Et c'est vraiment de cet aveu-là, de baisser les bras, de désabusement que j'ai dit, moi je suis désolée, moi je ne le savais pas, et à partir du moment où je le sais, je n'accepte pas cette situation-là, et je vais travailler à la mettre à jour, à la comprendre, à la documenter, et ensuite à la transformer. Et la situation telle qu'on la vit, c'est en fait très simplement, au port de Québec, des activités industrielles particulièrement dans le transbordement, la manutention et l'entreposage de vracs solides, qui sont constitués beaucoup de produits, sous-produits miniers. Et ces quantités, vous voyez la grosseur des camions, c'est d'immenses triplex sur plusieurs kilomètres carrés. Et ça, c'est de la matière qui est à l'air libre, sur la pointe de vos ports. Et comme on est dans une région sur le bord du fleuve où il y a du vent, du bon vent, surtout le vent du Nord-Est. Alors, si on se place au port de Québec, vous voyez que les vents souffrent 50% du temps dans une pointe qui va de la pointe de Lévis jusqu'à l'île d'Orléans, mais ce sont aussi des vents de moins grande intensité. Mais dans la vallée de la Saint-Charles, dans la pointe qui part ici jusqu'à Vanier puis qui monte jusqu'en ville, dans cette vallée-là, en plus avec la composition géomorphologique de la côte
la falaise et de cet entonnoir-là, eh bien, on a un 32% du vent, mais on a aussi des vents de plus forte intensité, le fameux vent qui se lève, on le voit, hein, quand les drapeaux virent de côté, le vent du nord arrive, et ce sont des vents de plus forte intensité qui sont de nature à soulever la poussière et à la transporter sur des grandes distances. Évidemment, c'est de la poussière et donc c'est des particules qui sont relativement grossières. Les plus importantes vont retomber plus près, à proximité, donc dans les quartiers qui sont vraiment limitrophes des installations industrielles au Port de Québec. Mais les plus fines vont cheminer sur des distances, ma foi, assez impressionnantes. On a beaucoup parlé du vieux des Moilous, mais on se bat, c'est vraiment pour un milieu urbain plus sain, et donc on se bat, c'est une problématique qui est vraiment régionale. Vous voyez ici en haut, ce sont des images prises de citoyens de Lévis, ici des images prises par des citoyens, des usagers en fait du secteur touristique de Beauport. Mon désormais célèbre bord de fenêtre qui a fait plus d'apparitions télé que moi. En fait, des fois, il est aux nouvelles, puis je ne le savais même pas, de son agenda. Et ici, on voit les mains d'un citoyen du Cap-Blanc qui eux aussi se sont mobilisés. La paroisse du Cap-Blanc étant vraiment située face à un autre secteur industriel au Port de Québec, dans le secteur de l'Anse. Et cette situation-là, bien, elle a des impacts. Elle a des impacts sur plusieurs éléments. Elle a des impacts sur l'air, évidemment, parce que ces particules-là se retrouvent en suspension, mais aussi sur le sol, parce qu'un jour elles retombent, et sur l'eau, parce qu'elles finissent par être récipées dans les cours d'eau, dans le fleuve, dans la vallée, dans la rivière Saint-Charles. Elles ont des impacts importants sur nos propriétés, dégradation des biens, sur des matières qui sont oxydantes, qui sont abrasives, qui viennent vraiment dégrader et enlever le fil, détruire, en fait, gruger nos matériaux, nos propriétés, nos biens. Ça a des impacts sur nos activités, sur notre façon de vivre. J'ai souvent dit et déploré que moi, dans la vie, mon grand bonheur, on s'amuse comme on peut, c'était de faire une belle cordée de linge, tu sais, partir avec le plus gros, puis aller vers le plus petit, puis classer les bandes couleurs. Et vraiment, j'en ai trouvé un bonheur magnifique. Et aujourd'hui, même si c'est contre mes valeurs, je suis obligée d'utiliser la sécheuse, même en plein mois de juillet, parce que je ne peux pas, pour des raisons de santé, étendre mon linge sur la corde, puisque quand il me revient, il me cause des dermatites, il me cause de l'eczéma. Ça a des impacts majeurs sur notre santé. Et si je vous les mets comme ça, c'est justement pour amener un premier peu, quand je vous dis un écart entre les institutions et entre les citoyens, bien ça, c'en est un premier. Oui, ça a des impacts, cette situation-là, à la santé. Ça a des impacts sur le cancer, sur des maladies respiratoires chroniques, sur des hospitalisations, sur des mortalités quotidiennes. Ces choses-là sont documentées. Plus les taux de particules, la pollution atmosphérique, plus les taux de particules sont élevés, plus la particule est chargée de matières qui sont toxiques, de métaux lourds, plus ça a des impacts. Mais en fait, ces éléments-là sont souvent ceux qui vont être pris en charge, et c'est souvent dans les recherches, dans les institutions, ces éléments-là dont on parle comme citoyens, alors que nous, en 3 ans, les centaines de témoignages qu'on a recueillis ne parlent à peu près jamais de ça. Ils nous parlent des 2 autres éléments, des dermatites, de l'eczéma, de l'urticaire, des rhinites, des allergies, du sensation des yeux qui piquent, de l'asthme. On nous parle de sentiments d'agression répétés, de frustration, d'anxiété, donc d'éléments de santé mentale très probants. Et ça, il nous a même été nommément dit par quelqu'un d'autorité à la direction de la santé publique qu'effectivement c'était tannant, mais ce n'était pas un problème de santé. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on découvre, quand quelqu'un nous dit, voilà, de mon aveu, on ne peut rien faire, cette situation-là, elle est connue, personne n'osera s'y opposer. Alors mon homme qui est derrière, qui est venu me voir avec mon petit, je vous dirais, il m'a regardé et il a dit, Véro, on n'a pas 48 solutions, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas plein de portes, il y en a 3. On a une situation et on peut décider, et je vous dis, c'est pas agir c'est bon puis les autres c'est mal. Je pense que dans une situation, on peut souvent, et on adopte ces comportements-là tous les jours dans notre quotidien, et ils sont tous nobles, ils sont tous sains, ils peuvent tous avoir, à un moment donné dans notre vie, un écho. On peut choisir de subir. Moi, tous les jours, il y a des choses qui me mettent complètement à bout, puis sur lesquelles je décide de ne pas agir, de ne pas me mettre en action. Je vais subir cette situation-là pour toutes sortes de raisons. Je n'ai pas le temps, j'aimerais faire quelque chose, mais je ne me sens pas nécessairement assez interpellée. Donc, on peut choisir de subir cette situation-là. Dans notre cas, on s'est dit, ben non, subir, juste rester la victime de cette situation-là, c'est pas une option pour nous. On peut décider de fuir, on peut décider de s'en aller, de sortir de ce milieu-là, de sortir de cette situation-là. Et encore là, je vous le dis, selon moi, ce n'est pas une action honteuse. On peut très bien, de façon saine, choisir de fuir une situation, de se retirer d'un milieu. Pour nous, ce n'était pas une option. Donc, si subir n'est pas une option, fuir n'est pas une option, bien, il n'en reste pas d'autre, on décide d'agir. On se relève les manches, on prend nos compétences, on prend nos connaissances, on prend notre sensibilité et on choisit d'agir sur notre milieu pour le transformer, dans notre cas, pour avoir un milieu de vie qui est urbain mais qui est néanmoins sain. Et ça, ce que je vous montre là, ce n'est pas un cadre théorique, c'est vraiment l'espèce de résultat
mes 3 années à gérer ce que j'appelle mon mammouth, parce qu'au début, quand je disais en blague, j'ai vu quelque chose qui dépassait, j'ai gratté avec un petit truc blanc, j'ai tiré, je pensais sortir une souris, j'ai sorti un mammouth. Depuis ce temps-là, je gère mon mammouth aussi bien que je le peux. Et c'est vraiment les constats qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait que le citoyen va se mettre en action? Tu sais, dans tous les documents, dans toutes ces chartes, dans tous ces documents, on parle du citoyen, comment c'est important qu'il agisse, qu'il prenne en action, qu'il se prenne en main, le sentiment d'empowerment, le sentiment d'agir, de façonner son milieu et sa vie. Mais qu'est-ce qui fait que hier encore, je ne me mets pas en action, puis qu'aujourd'hui, ça y est, je décide de me mettre en action? Et le premier élément qui doit être présent, l'aliment, c'est vraiment le sentiment d'urgence. À un moment donné dans nos vies, on a vu, puis on se dit, oh, là, je sens une pression, je sens qu'hier encore, j'étais prête à accepter ça, et aujourd'hui, je ne le suis plus. En anglais, on dit un itch, un sentiment, le feu qui monte, puis tout à coup, ça devient trop chaud. Et le sentiment d'urgence, ben, c'est quelque chose qui appartient au citoyen. C'est lui qui décide. Est-ce que je me sens interpellée par ça? Pardon, est-ce que je me mets en situation d'urgence? Donc, on peut mettre en place de nombreuses campagnes pour forcer, puis des fois, on monte le ton très haut pour forcer le sentiment d'urgence chez le citoyen. Mais dans les faits, s'il décide que lui, il ne sent pas le sentiment d'urgence, il ne se mettra pas en action. Ça peut être quelque chose, des fois, c'est trop loin, des fois, c'est trop loin de sa réalité, c'est trop abstrait. Il y a des gens pour qui les changements climatiques, c'est un sentiment d'urgence très fort. Puis il y en a encore des climato-sceptiques pour lesquels le sentiment d'urgence est inexistant. C'est quelque chose qui appartient à la personne. Mais ce sentiment-là, par contre, il se nourrit d'une information qui est juste, qui est complète, qui est adaptée. Et ça inclut aussi l'incertitude et voire même les controverses scientifiques ou factuelles. Pour me mettre en action, pour savoir qu'une situation est là, nous, quand ça nous est arrivé, quand on a découvert cette situation-là, j'ai tapé sur Internet, je me suis dit, on n'est peut-être pas les premiers, et j'ai tapé Poussière Limoilou. Et le seul lien qui apparaissait, c'était un poème. Poussière de lune sur Limoilou. Aujourd'hui, je vous donne un défi de taper Poussière Limoilou. C'est assez dur de retrouver le poème, et je m'en excuse d'ailleurs, c'est poète, parce qu'il y a beaucoup, donc il y a un état de connaissance, le sentiment d'urgence, ça part d'une information qui est juste et complète. Et si, comme on l'a souvent vu avec les autorités, la phrase qui nous a le plus choqué, et celle où on est venu nous dire encore là, en termes de relation avec la direction de la santé publique, Madame Lalande, vous ne comprenez pas, je ne peux pas sortir ça, c'est pas encore assez clair, c'est pas encore assez sûr, l'OMS n'est pas encore prononcé à l'époque, elle n'avait pas décrété que la pollution atmosphérique était vraiment cancérigène. Mais vous dites, oui, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose, vous pouvez quand même dire aux citoyens qu'il y a une situation. Et là, on nous a dit, mais vous ne comprenez pas, Madame Lalande, notre rôle n'est pas d'informer la population. En fait, ils nous ont dit, notre rôle est de rassurer la population. Et chaque fois, on rajoute une série d'airs au mot rassurer, ce qui fait qu'à un moment donné, ça en vient presque une chanson. Et je leur ai dit, ben non, je suis désolée, moi j'ai lu comme ça, votre rôle n'est pas de rassurer la population, votre rôle est de l'informer. Si cette information-là, elle est rassurante, tant mieux. Les citoyens, ils ont la capacité de décerner, ils vont accepter cet état-là. Mais si l'information, elle est inquiétante, ils ont le droit d'être inquiets. Ils ont le droit de s'inquiéter parce que c'est cette inquiétude-là qui va faire naître le sentiment d'urgence, qui va créer un mouvement et qui va les mettre en action et qui va leur permettre de contribuer et d'agir dans leur milieu. L'autre élément, j'ai le sentiment d'urgence, je le sens, je me sens interpellée. Il faut, pour me mettre en action, que j'aie ce que j'appelle une expectative réaliste, que ce que je vais faire va changer quelque chose. Que l'énergie que je vais investir va vraiment porter un résultat. Et ça, cette expectative-là, cette confiance-là, elle est d'abord sur soi. Est-ce que, comme citoyen, j'ai la confiance en moi, en mes moyens? Est-ce qu'on m'a déjà dit que je pouvais prendre la parole, que je pouvais confronter des idées, que je pouvais changer des choses? Est-ce que j'ai cette confiance-là en moi et en mes moyens? Mais elle est aussi, surtout, est-ce que j'ai confiance dans les institutions? Est-ce qu'ils m'ont donné des exemples où ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à changer leur façon de faire? Et ça, bien, autant on se nourrit d'informations pour le sentiment d'urgence, autant pour l'expectative, on se nourrit d'exemples pertinents, de références contemporaines, de succès. Et c'est ça, en ce moment, je trouve, qui manque. Et le désabusement, il vient beaucoup de ça, une espèce d'absence, de perte de confiance que nos institutions sont vraiment appelées à changer. Donc, on va contribuer, mais dans les faits, qu'est-ce que ça va changer? Puis finalement, bien, ça prend quand même des structures, un certain nombre de mécanismes qui sont variés, qui sont adaptés, mais qui sortent aussi complètement du cadre formel. Et quand je parle complètement, mais c'est complètement. Ça peut prendre toutes sortes de formes. On a un groupe de musique punk qui a écrit une tune sur notre problématique. Et ils étaient en spectacle la semaine passée, je suis désolée, mais il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui, et ça ne fait pas mal plus. Ben, à leur façon, ils ont choisi un mécanisme, ils
ils font la promotion de la santé, ils ont dénoncé une situation, mais ils ont utilisé un mécanisme qui leur est propre. Et je suis sûre que dans tous les documents, on ne dit jamais un des moyens utilisés, ça peut être de faire une tour. Et ça, parce que ces structures-là, se nourrissent vraiment de la diversité, de la sensibilité, de la créativité des individus. Et je vais vous laisser, c'est vraiment un questionnement qui m'est apparu en me disant, mais de quel citoyen on parle? Quand on dit qu'on veut un citoyen qui participe, puis on veut le mettre de l'avant, mais est-ce que ce qu'on veut, c'est un citoyen qui est plutôt anecdotique, qui est coloré, qui est pittoresque, qui vient une fois de temps en temps dans nos conférences, qui parle avec son langage cru, puis on peut dire après, regardez comme le citoyen fait partie de notre réflexion, ou est-ce qu'on est aussi prêt à accepter un citoyen qu'on reconnaît comme notre égal, même comme un expert, à tout le moins de sa situation, et qu'on vient supporter dans sa démarche et non pas lui imposer des visées ou des agendas que l'on a en l'utilisant ou en utilisant sa sensibilité pour mettre de l'avant nos agendas. Je vais passer parce que Nicolas dit qu'ils vont être trop déprimés. Oui, on a des plus. On a vraiment, selon nous, en 3 ans, un état de connaissance qui a été augmenté. On a travaillé, on a eu des modifications législatives, il y a eu tellement de choses et les gens me disent toujours, mon Dieu, ça avance vos affaires, et je leur dis toujours, malheureusement non, ça bouge. Ça, c'est clair. Il n'y avait pas de mouvement, il y a du mouvement. Mais avant que ce soit un mouvement vers l'avant, il me reste encore un bout, parce qu'en fait, la problématique qui nous a mobilisés, après 3 ans, elle est toujours aussi présente, elle est même. Et la quantité de poussière que l'on reçoit est plus importante et sa concentration en métaux lourds. Et donc, quand je vous parle d'ombre et de lumière, c'est aussi un exemple où on vient de dire, on fait tout ça, on scrape nos vies, on scrape notre temps, on s'investit, mais dans les faits, ça a un impact. Et est-ce qu'on est en mesure vraiment d'aller vers un succès? Et encore aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais je voulais qu'on soit un peu moins déprimés. Je vous laisse, c'est une phrase que j'aime tellement qui m'a été offerte dans notre lutte. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis, engagés puisse changer le monde. C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est passé. On écoute ce témoignage, puis on dit, on ne peut pas se sentir intrus par rapport à un thème comme la charte d'Ottawa. Vous avez tous senti tous les éléments liés, que ce soit à créer des milieux de vie favorables, que ce soit la participation, l'engagement du milieu communautaire. C'est en plein dans le sens de la charte d'Ottawa. Dit en mots différents, ça s'inscrit, à mon avis, tout à fait dans cet esprit. Et les questions soulevées, on va y revenir à la fin, là, mais sur le sens de la participation citoyenne, ça aussi, c'est matière à nourrir la réflexion et l'échange. Qu'est-ce qu'on entend de participation aujourd'hui? On va prendre un peu de recul avec la prochaine présentation. Donc, notre prochaine conférencière, d'ailleurs, elle est co-rédactrice d'un des articles qu'il y a dans ce numéro sur la promotion de la santé, de spiritualité santé. Et c'est un numéro, c'est un article d'ailleurs qui fait un survol, dans le fond, de ce qui se fait en termes, ce qui se fait ou ce qui se fait pas ou ce qui se fait mal en termes de promotion de la santé au Québec, donc dans le cas particulier du Québec. Donc, je vous la présente maintenant. C'est André-Anne Parent, donc elle est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme organisatrice communautaire dans le milieu communautaire et le réseau de la santé, elle enseigne désormais l'intervention collective et la formation pratique. Elle a réalisé des études en anthropologie, travail social et santé communautaire et s'intéresse dans le cadre de ses recherches aux pratiques professionnelles et organisationnelles qui visent la réduction des inégalités sociales. Et j'ai cru comprendre, donc, quand c'est présenté, là, que Mme Parent a des liens très forts avec Québec. Donc, pas en terrain inconnu, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. C'est bon pour la proximité du micro. Et bonsoir. Merci pour l'invitation. Je pense que la dernière fois que je suis venue présenter ici à l'Université Laval, c'est pour soutenir mon doctorat. Donc, ça me fait plaisir d'être de retour pour un autre sujet. Moi, les professeurs que j'ai eus qui sont dans la salle vous le diront, j'ose espérer, j'étais un bon élève. J'ai répondu aux 4 questions qu'on vous avait posées. Donc, vous m'excuserez d'avoir structuré ça de façon peut-être un petit peu plus théorique, moins enthousiaste, ou pas moins enthousiaste, là, mais moins... pas moi. Mais en fait, c'est un peu gênant de passer après toi. C'est ça que je veux dire. C'était passionnant. Donc, si on revient à la Charte d'Ottawa, peut-être qu'on peut commencer par se rappeler que la Charte nous dit que pour être en santé, un individu doit pouvoir se loger, accéder à l'éducation, se nourrir convenablement, disposer d'un certain revenu,
bénéficier d'un écosystème stable, compter sur un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. Rien de moins. Je crois qu'il y a eu des améliorations notables sur le plan de la santé des populations. Force est quand même force est de constater que 30 ans plus tard, les conditions ne sont pas réunies pour une partie grandissante de notre population, une partie grandissante de la société. Donc, c'est difficile d'affirmer qu'il y a eu des grandes avancées. Mais on peut dire que les 5 principes de la Charte d'Ottawa ont quand même été mis de l'avant de façon variable dans le temps, de façon variable aussi, dépendamment des endroits, des périodes. Si on les regarde plus spécifiquement les uns après les autres, commençons par élaborer une politique publique saine. La Charte nous indique que la santé doit être à l'ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs, et ce à tous les niveaux, en les incitant à prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé et admettre leurs responsabilités en ce sens. C'est quand même pas rien. Il s'agit donc d'une action qui se veut coordonnée, qui conduit à des politiques de santé, mais aussi des politiques financières et des politiques sociales qui favorisent davantage l'équité. On peut difficilement affirmer que les décisions prises par le gouvernement Couillard au cours de la dernière année vont dans ce sens-là. Mais j'aimerais quand même souligner qu'au Québec, on a l'article 54 de la Loi sur la santé publique, qui est quand même un exemple international, car il stipule que les ministères et organismes gouvernementaux qui proposent un projet de règlement, projet de loi, et là je vole peut-être le punch de M. Arruda plutôt, mais doit procéder à une évaluation des impacts sur la santé. Donc, on n'est pas certain si c'est toujours fait, parce que c'est certain que c'est une mesure qui est volontaire et qui n'est pas utilisée de façon égale par tous les ministères. On aimerait bien que certains ministères l'utilisent un petit peu plus. Mais c'est quand même présent et aussi qu'il y a la possibilité que les citoyens, les premiers concernés, fassent partie des évaluations d'impact parce qu'ils sont encore rarement entendus au cours du processus. Mais tout de même, je voulais souligner l'article 54 et l'article 55 au niveau régional qui permet de mobiliser les différents acteurs intersectoriels. Deuxième principe, créer des milieux favorables. On a le dernier programme national de santé publique qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps et une offre de service, qui vise l'adoption des modes de vie sains et la création d'environnements sains et sécuritaires. La Charte, quant à elle, elle nous dit que le grand principe directeur est une prise de conscience des tâches qui nous incombent tous, vous, moi, les personnes autour de la table, vis-à-vis de notre communauté et notre milieu naturel. Bon, sain et sécuritaire. Je vous avoue que je trouve que c'est un petit peu réducteur par rapport aux ambitions de la Charte. C'est certain que dans le dernier PNSP, dans le programme national, le mot « sain » revient 29 fois. C'est sûr qu'on est en santé publique, mais tout de même, 29 fois « sain » dans l'ancien programme, 2003-2012, il était là 12 fois. Le mot « développement des communautés », donc qui réfère à une communauté plus largement, il était là 32 fois dans l'ancien programme. Il est désormais là plus que 2 fois. Donc, on parle d'environnement sain et sécuritaire. On veut des environnements sains. Le message est vraiment très clair. Mais quand on regarde l'offre de services, on veut surtout encore aujourd'hui informer et sensibiliser la population, et c'est bien écrit, surtout les plus vulnérables, aux saines habitudes de vie et aux risques associés de ne pas faire les bons choix. Donc, on est encore quand même, malgré les avancées, malgré les connaissances qu'on a, dans un discours qui s'intéresse avant tout aux individus et on veut moduler les milieux de vie pour que la population fasse les bons choix en termes de mode de vie. Mais quand même, qui mobilise une communauté en disant « comment on gagne ». On fait un environnement sain et sécuritaire. Je ne sais pas si tu avais utilisé ces mots-là, Véronique, ça aurait été pogné, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que je mobilisais quand j'étais organisatrice communautaire. Ce n'est pas nécessairement les mots qui préoccupent. Donc, la question qui se pose pour moi, c'est de quelle façon est-ce que la santé publique, et plus spécifiquement la promotion de la santé, est capable de se préoccuper de justice sociale, de justice environnementale, qui sont au cœur des milieux favorables.
Les termes inégalité sociale de santé apparaissent quand même à multiples reprises dans le dernier programme national, en fait 35 fois pour être exact, mais à aucun moment on les utilise pour parler du développement de nos milieux de vie. Donc pour moi, la réflexion devrait se situer à ce niveau-là. Troisième principe, et là je ne regarde pas le temps, j'avance, renforcer l'action communautaire. C'est quand même un de mes préférés. J'enseigne l'intervention collective maintenant. La première chose que je dis à mes étudiants, c'est que le moteur de l'action communautaire, c'est l'indignation. Hein? Il faut s'indigner pour vouloir changer quelque chose. Rappelons que l'action communautaire, c'est toute initiative qui est issue de personnes, de groupes, de communautés, qui vise à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou un besoin commun. Donc, comment est-ce qu'on renforce l'action communautaire? En la soutenant par des politiques qui lui sont favorables, en offrant aux groupes communautaires des services d'organisation communautaire qui les aident à structurer s'ils en ont besoin, en reconnaissant l'autonomie des groupes communautaires et surtout en finançant leur mission basse. Est-ce que je dois vraiment vous dire où est-ce qu'on en est présentement au Québec? Tu vas le dire où est-ce qu'on en est? Super. Donc, si je vous pose à vous la question, je ne pense pas que j'ai besoin de le dire. Ah, les médias ont fait largement état de la situation au cours de la dernière année, puis malheureusement, le portrait est un peu navrant. Je ne sais pas si c'est ça que tu vas dire, je m'avance. Coupure dans certains programmes, abolition de diverses instances de concertation, peu ou pas d'augmentation de financement, précarité des ressources qui sont mises en place, augmentation de la demande versus financement par projet avec des fins très claires, 2 ans, 3 ans. Donc, un peu navrant sur le plan de l'action communautaire, je dois vous dire, je suis un peu triste. Quatrième principe, acquérir des attitudes individuelles. Bien, ça, c'est bon, on peut passer vite quand même, parce que ce principe-là était présent avant qu'on fasse la Charte d'Ottawa. On faisait déjà beaucoup d'éducation à la santé, puis on en fait encore. On en fait toujours, beaucoup, trop pour certains. Puis ce faisant, ben, on fait largement abstraction des déterminants sociaux de la santé qui influencent bien au-delà des attitudes individuelles l'état de santé d'une population. Il y a déjà beaucoup de littérature qui le dit, je ne vais pas le répéter. Finalement, le dernier principe, réorienter les services de santé. Selon plusieurs auteurs, c'est le principe le plus négligé de la Charte. Puis, considérant qu'environ 50% du budget de l'État, de la province, passe à financer les services de santé, on est quand même en droit de se demander de quelle façon est-ce que nos services contribuent à l'amélioration de la santé de la population. Bien, le ministère de la Santé du Québec nous a répondu quand même, il y a déjà bien longtemps, et il considère que les services de santé contribuent pour environ 25% de la santé et du bien-être d'une population, tandis que l'environnement social, l'environnement économique et physique contribuent pour plus de 60%. Bien, malgré ces chiffres-là, et malgré les connaissances qu'on a, les services sont encore ancrés dans un paradigme biomédical, puis il semble que les plus récentes décisions du gouvernement vont venir amplifier cet état de fait. Hein? On est dans une forme de démantèlement des CLSC, la création de supercliniques, le transfert de professionnels vers des groupes de médecine familiale, etc. On peut quand même se poser la question de quelle façon est-ce que ces organisations-là vont venir influencer l'aménagement du territoire, le revenu, l'emploi, l'éducation, et j'en passe. De façon plus spécifique, les coupures en santé publique, hein, puis on se rappelle, je ne sais pas si quelqu'un le dit, c'est à peu près 2% du budget de la santé, hein, la santé publique. Donc, les coupures en santé publique, l'abolition de la stratégie de soutien au développement des communautés, la régionalisation des services pour la création des CIS et CIUS sont quand même, quant à moi, des pertes pour la réorientation des services de santé. On avait quand même, avant la loi 10, des C3S qui étaient en grande partie en train d'adopter des politiques de soutien au développement des communautés et qui cherchaient à comprendre comment positionner leurs organisations pour qu'elles agissent davantage sur les déterminants sociaux de la santé, qu'elles contribuent à leur communauté et agissent collectivement avec leurs partenaires sectoriels dans les milieux où ils pouvaient faire une différence. Donc, je veux juste être clair, on réoriente présentement les services de santé au Québec, ça c'est certain, mais pas nécessairement pour davantage de promotion de la santé, toujours à mon avis, bien sûr. Donc, on peut dire qu'au moment où la Charte d'Ottawa a été signée en 1986,
Le démantèlement de l'État-providence commençait pour laisser place à la création d'un État partenaire, travailler plus largement en concertation avec d'autres secteurs. Mais après une trentaine d'années de co-construction entre la société civile et les pouvoirs publics pour construire et élaborer des politiques publiques, l'État partenaire est revu à la lumière d'un contexte néolibéral d'aucun homme d'austérité et de centralisation des pouvoirs de l'État. Dans ce contexte-là, les services de santé sont présentés comme des biens de consommation. M. Barrett nous l'a dit, on va désormais payer dans les super cliniques avec notre carte d'assurance maladie. Donc, c'est quand même une forme de paiement. Et on assiste progressivement au démantèlement des CLSC, comme je disais plutôt, pour une orientation qui est axée sur les super cliniques, avec des super cliniques, des super infirmières, et sans aucun doute des super médecins, mais pas nécessairement du super santé publique ou de super promotion de la santé. On assiste aujourd'hui donc à une lecture sanitaire des interventions de santé publique qui est principalement axée sur la réduction des facteurs de risque, où les dimensions collectives, sociales et politiques sont écartées. Le dernier programme national présente une vision épidémiologique de la santé publique. La promotion de la santé est écartée au profit de la surveillance des écarts de santé et de la prévention des maladies auprès des populations vulnérables. Pourtant, en cherchant à intervenir au-delà des mesures préventives, qui, elles, les mesures préventives visent essentiellement les facteurs de risque et de vulnérabilité liés à la maladie auprès de populations réputées à risque, la promotion de la santé s'intéresse plutôt à l'ensemble de la population et réfère à un certain nombre de principes. Puis je vous les rappelle, l'empowerment, la participation, l'approche écologique, l'intersectorialité, la multidisciplinarité. Donc en fait, la promotion de la santé s'attarde aux déterminants sociaux de la santé et cherche à comprendre la distribution des inégalités sociales dans la production de la santé et non pas seulement à surveiller les écarts. Donc la promotion vise à agir pour créer la santé et pas seulement analyser les problèmes de santé, puis c'est peut-être ça le problème, en fait. Parce que la promotion oblige à analyser une situation bien au-delà de son aspect biomédical pour inclure l'effet des facteurs sociaux, culturels, économiques et environnementaux. On sait que les inégalités sont devenues, dans un nombre croissant de pays, un défi prioritaire pour les systèmes de santé. Donc, l'amélioration de la santé devrait passer par des nouvelles stratégies qui visent la réduction des inégalités sociales. Ce qui n'est pas évident, parce que la littérature nous fait valoir l'existence des rapports de pouvoir qui sont en faveur des individus qui se situent en haut de l'échelle sociale. Ces rapports de pouvoir-là se traduisent par des inégalités sociales qui sont liées aux conditions de vie et des inégalités de santé au sein et entre les sociétés. Mais ces inégalités-là sont aussi soutenues par des politiques gouvernementales qui sont favorables à ceux qui se situent en haut de l'échelle sociale. C'est important de se le rappeler, la promotion de la santé est aussi politique. Ça ne se passe pas seulement dans le ministère de la Santé, mais dans bien d'autres ministères. Et ailleurs aussi. Le discours du ministère, malheureusement, et du programme national, conséquemment, nous amène à positionner les caractéristiques socio-économiques comme des caractéristiques individuelles. Si on prend la carte de la santé, on voit que les caractéristiques socio-économiques sont liées aussi aux revenus, mais aussi à l'origine ethno-culturelle et à la langue. Donc, il y a un non-sens un peu à mettre tout ça en lien avec les seuls individus sans regarder les facteurs qui sont structurants dans la société. Donc, il y a un peu un double discours. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui fait de la santé publique aujourd'hui au Québec qui va dire qu'il ne vise pas à réduire les inégalités sociales de santé. Mais en même temps, on manque de capacité pour influencer les politiques qui sont vraiment structurantes. Conséquemment, on met la pression sur les individus. On a un discours qui est plus axé sur les saines habitudes de vie, plutôt qu'imprégner la santé publique d'approches structurelles et anti-oppressives qui sont pourtant mises de l'avant par la promotion de la santé. Certains vont dire que l'empowerment, qui est associé à la promotion de la santé, est un critère qui vient distinguer la promotion de toutes les autres fonctions de santé publique.
L'empowerment est même un critère pour déterminer si une initiative est ou non de l'ordre de la promotion et si on réussit nos activités de promotion à la hauteur de l'empowerment qu'on cherche à atteindre. Malgré le fait que la dernière réforme est venue consolider la notion de service en santé publique pour qu'elle soit performante, si je reprends les mots des documents, je ne me souviens pas d'avoir lu dans le programme national qu'on va mesurer la performance de la santé publique à sa capacité de développer le pouvoir d'agir des individus et des communautés. Merci. C'était passionnant par ça. J'ai le rôle très ingrat de rappeler le temps, donc c'est pas intéressant. Puis souvent, quand on présente, on subit cette médecine-là. Donc c'est moi qui dois appliquer la médecine ce soir. Ça me faisait penser, puis juste une parenthèse, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est un dada que j'ai, les gens oublient très souvent ici au Québec la façon dont est organisé notre système de santé. Par exemple, nos cliniques, c'est très peu connu qui sont les principaux propriétaires de cliniques au Québec. De plus en plus, c'est plus les médecins qui sont propriétaires des cliniques. C'est des pharmacies. Regardez, quand vous promènerez, là, quand vous voyez une clinique, une pharmacie, posez-vous pas la question qui est propriétaire de quoi. Ça se généralise, c'est parti au Québec, et ça s'est étendu partout au Canada, comme des métastases. Je referme la parenthèse. C'est de mon côté éditorial, mais c'est pas mon rôle ce soir de faire des éditoriaux comme ça. Donc, avec ce recul-là, et je vous invite là, pour compléter la présentation d'Andréane Parent, à lire l'article qui est vraiment un survol là, que je trouve très riche de réflexion sur la promotion de la santé au Québec, en fait, qui dépasse le 30 ans de la Charte d'Ottawa, mais qui tourne beaucoup plus long que ça. Donc, c'est très stimulant. D'ailleurs, félicitations pour cet article-là. Pour ceux qui ont le goût d'aller plus loin, donc, prévenez-vous pas de prendre votre copie avant de partir ce soir, spiritualité santé. Donc là, on revient sur des dimensions beaucoup plus terre à terre, donc une autre expérience terrain ici à Québec, avec des populations vulnérables, avec des laissés pour compte. Geneviève Quinty travaille au projet Intervention Prostitution Québec depuis 20 ans. D'abord comme travailleuse de rue auprès des femmes et des garçons qui ont des pratiques de prostitution. Ensuite, comme formatrice, conférencière et préventionniste auprès d'une population adolescente. Elle prend la coordination de l'organisme en 2006. Depuis 8 ans, elle s'implique activement dans un processus de concertation qui réunit plusieurs acteurs préoccupés par la prostitution juvénile. Elle participera au groupe qui élaborera le guide de prévention et d'intervention en prostitution juvénile et sera au nombre des formateurs. Donc, si elle nous dit là qu'elle ne se sent pas concernée par la Charte d'Ottawa, désolé, on est au cœur de l'activité de promotion de la santé. Geneviève, s'il vous plaît. Merci. Ben, je voudrais remercier Nicolas. Au début, je ne voulais pas te remercier parce que je me demandais dans quoi je m'embarquais ce soir, mais je sais que tu as été influencé par d'autres personnes que je connais dans la salle. Je vous remercie de l'invitation. Écoutez, un peu comme Véronique, je me sentais l'étrangère. Parmi... Ah, ben non, je n'ai pas de présentation, merci. Je ne vois pas. Merci. Non, ça ne me dérange pas. Non, mais je marche. Moi, je vais me donner de la joie. Parce que ça fait passer mon anxiété quand je bouge. Donc, oui, je me sentais moi-même étrangère parce que quand on m'a demandé de fournir une petite bibliographie, dans ça là, je viens mal parce que je ne fais pas partie des gens qui ont des diplômes. Fait que, tantôt, j'entendais diplômé là. Mais moi, j'ai un secondaire 5. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de donner certains cours à l'université. Il faut dire que je me débrouille pas pire, je suis assez autodidacte. Ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain par les gens, surtout par les gens que j'ai accompagnés, que j'ai côtoyés au fil des 20 dernières années. Il faut dire que j'ai travaillé aussi 1 an et demi en milieu carcéral. Ça a été une expérience quand même aussi très, très, très enrichissante. Mais je suis très communautaire, donc j'ai connu le milieu communautaire à 17 ans, quand moi-même j'avais besoin du communautaire. Puis j'ai rencontré la pratique du travail de rue et je suis tombée en amour avec cette pratique sociale atypique, mais qui a une approche globale intéressante, entre autres une approche globale par rapport à la santé. Mais parlons-en de la promotion de la santé. Je ne suis pas habituée avec la promotion de la santé. C'est pas dans nos discours quotidiens. Nous autres,
On parle davantage d'approche globale, on parle de phénomènes sociaux. Mais quand on m'a approché, là, la charte, je connaissais pas ça, la charte. Là, j'ai appelé chez les Roses lundi, je me sentais mal, j'ai dit, je sais pas, je vois plus. Donne-moi la charte, que je regarde ça un peu. Et quand j'ai lu la charte, j'ai été impressionnée, même contente de voir. J'ai gradué aussi, vous allez me voir les enlever, les remettre, je ne suis pas habituée, là. Parce que. Comment l'action communautaire est mise de l'avant? Hein, il y a les 5 que je viens d'écrire, je ne repasserai pas, toi, tu les connais mieux que moi-même. Mais l'action communautaire, l'empowerment, la prise en charge des individus ou d'une collectivité. Puis là, je me suis dit, ma première réaction, c'est qu'il faudrait faire la promotion de cette charte-là chez les différents ministères. Moi, ils ne la connaissent pas. Ça a été une de mes premières réactions. Parce qu'après ça, j'ai lu qu'il y a une conférence à Charlottetown, mais il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu une à Alma, mais pas Alma au Saguenay, en URSS, l'ex-URSS, je tiens à le préciser, c'est Alma. À Bangkok, et à chaque conférence, il y a toujours l'action communautaire, hein, donner du pouvoir à une communauté qui revient. Puis je me dis, comment ça, donc, est si peu soutenu ici, au Québec, quand elle est vantée partout? Parce que ça vient d'Ottawa. OK, Pays étranger. J'ai aussi, l'empowerment, mobiliser les gens. Moi, je travaille avec des gens qui sont désaffiliés. Des gens qui, là, je regardais les déterminants de la santé, là, on n'est pas tous égaux. C'est fou de croire qu'on est égaux. Il y a des gens qui naissent dans des contextes complètement désorganisés, dans des contextes où il y a la violence, dans des contextes où il n'y a pas de liens sociaux, d'absence de liens sociaux. On parle de pauvreté aussi, mais de pauvreté relationnelle. J'accompagne des gens qui ne sont pas préoccupés par leur santé. Ils n'en ont rien à foutre. Fait que là, je me dis, ben beau les mobiliser, l'empowerment, nanana, mais encore faut-il que ces gens-là reconnaissent qu'il y a un besoin. Donc, le besoin de ces gens-là, je vous dis, c'est d'aller s'acheter de la dope, c'est de prévoir la prochaine dope qui va suivre à la fin de la journée. C'est la préoccupation de manger quand même aussi. Mais c'est des préoccupations qui sont dans le here and now. Donc, le défi de mobiliser les populations marginalisées, c'est un défi qui est colossal. Mais, moi, quand j'ai mis les 2 pieds dans le communautaire, je voulais changer le monde. Puis, en 2016, je veux encore changer le monde. Parce que je ferai plus ça aujourd'hui. Puis, j'y crois toujours. Parce qu'il y a des gens, puis il faut les trouver, ces personnes-là. Il y en a partout. Puis, plus qu'on le pense, que ce soit dans le milieu universitaire, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans d'autres organismes communautaires, que ce soit dans les hôpitaux, il y a toutes des gens qui ont envie de changer le monde. Il suffit de les trouver. Mais moi, au fil des années, je me suis donné une mission. Je me suis dit, moi, je ne pourrais pas le changer tout seul. Fait qu'il faut falloir aller me trouver des alliés. Et après 20 ans, j'en ai quelques-uns. Mais on avance un petit peu. Moi, j'avance. Toi, tu bouges. Moi, je trouve que j'avance un petit peu. Tranquillement. Il faut respecter le rythme. Comme on respecte le rythme des gens qu'on accompagne. On est dans une logique. Je m'étais préparée, hein? Mais ça ne fait pas. J'avais 3 possibilités, là. Je pouvais commencer par ça, par ça, mais finalement. En tout cas. Qu'est-ce que tu dis? Ça va très bien. On veut changer le monde. On veut changer le monde. On veut trouver des alliés. Oui, puis après. Ça avance un peu. Ça avance un peu. Je me suis auto-perdue, l'idée, là. Ça avance, tu as des avancées. Le respect du rythme, hein, je disais. C'est ça. Le respect des institutions comme des individus. Oui, le respect du rythme. Ah, c'était bon, mon affaire. Le respect du rythme. Ah oui, on est dans une logique. Hein, vous ne m'écoutiez pas, hein? On est dans une logique de résultat. Bon,
Bon, on se dit organisme communautaire autonome. On essaie de garder notre autonomie, mais on est constamment confronté par le financement par programme. Andréane a soulevé ce point-là, c'est extrêmement important. Et l'ensemble des programmes de financement sont dans cette logique-là de résultats. Et dans une logique aussi d'arrêt du comportement qui n'est pas bon pour la santé. C'est sûr qu'on souhaite tout l'arrêt du comportement qui n'est pas bon pour la santé. En passant, vous m'avez appris quelque chose tantôt. Je viens d'économiser à mon organisme 4 200 $. J'ai arrêté de fumer, ça fait 2 semaines. Bon, tout en passant. Je vais dire ça demain à mon CA, je vais être content. Bon, et là, fait que cette logique-là, c'est un peu du contrôle. Hein? Avec les jeunes, souvent, on dit tu fugues, arrête de fuguer, tu consommes, arrête de consommer, c'est pas bon, tu manges du sucre, arrête de manger du sucre. Tu te suicides, arrête de te suicider. On est constamment. Puis, le résultat est louable. Mais avec des gens qui ont peu d'estime, qui s'accordent peu de valeur, qui ne se reconnaissent pas, ou qui sont extrêmement stigmatisés. Et la stigmatisation, vous savez, c'est la façon dont on est regardé. Je parle des travailleuses du sexe, des prostituées, appelez-les comme vous voulez. Une des conséquences de la prostitution, c'est la stigmatisation. Donc, je ne suis plus une femme, je suis plus un homme, je suis qu'une putain. Vous voyez comme c'est déshumanisant, désincarnant, je ne sais pas si ça se dit, on se trouve. L'invente. Donc, cette non-reconnaissance de soi, de sa propre existence, puis les stigmatisations, les stigmates sociales, il y en a beaucoup. T'es un drogué, t'es un junkie, t'es un... Donc, notre job à nous, avant d'arriver à ce qu'il arrête de manger du sucre, ou arrêter de se piquer, ou arrêter de... On a tout un travail d'humaniser un rapport social avec. Le milieu communautaire joue ce rôle-là. Où il y a peu d'espace, où peu de services publics va jouer, parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Et nous, puis c'est correct, je ne suis pas dans le reproche, sauf que le communautaire est là, dans la vie des gens, pendant longtemps. Et en travail de rue, moi, mon travail, c'est pas tant un travail de relation d'aide, c'est un travail de relation d'être. Donc, c'est-à-dire que moi, ma job, c'est que je vais m'approcher de toi tranquillement. Puis quand je dis tranquillement, c'est parce que c'est des gens qui se méfient, qui ont été trahis, fuck la police, fuck le futur, qui n'en ont rien à foutre. Mais ce temps-là, je l'ai. Ça fait 23 ans que je travaille au PPQ. J'ai encore des liens de gens que j'ai connus quand j'avais 20 ans, j'ai commencé. Au-delà de mon âge. Mais, et c'est la beauté de la chose. Avant de mobiliser ces gens-là, c'est que j'ai pris le temps de construire un lien, de les regarder comme des personnes dans leur ensemble. Pas les regarder comme une prostituée, pas les regarder comme un toxicomane, mais les regarder comme un individu qui a ses forces. Ça commence par la reconnaissance. Quand eux vont se recontacter et se reconnaître, on pourra parler de mobilisation. Parce que moi, au début, quand je suis arrivée au PPQ, j'avais bien de l'ambition. J'organisais des ateliers sur, mettons, on va en prendre un qui est commun, l'estime de soi. Puis là, tu avais 14 inscriptions. Ben là, j'étais contente. Puis arrivait le jour de l'atelier, il y avait 2 personnes. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Les stagiaires, ils sont tous prendre. C'est gros. Mais, donc, vous voyez que ce processus-là, il n'est pas simple. Puis l'empowerment, je trouve qu'on utilise ce terme-là à toutes les sauces. Ah, on va s'empowerer. Ben oui, on va s'empowerer, c'est bon. Parce que nous autres, avant d'arriver à une mobilisation, on va prendre... Je l'ai écrit tantôt, je l'oublie tout le temps. On va faire pour quelqu'un, dans l'objectif de faire avec, pour après faire faire. Mais ça peut prendre 10 ans. Fait que la logique de résultat que je vous parlais tantôt,
3 ans. Je dis que tu essaies d'en trouver des résultats. Il y en a, mais c'est des objectifs, des petits objectifs qu'on arrive, ou que la personne arrive à atteindre dans son quotidien. Si son objectif, c'était d'arrêter de manger du sucre, mais après 3 ans, au lieu de manger 12 gâteaux, elle en mange 6, bien c'est ça de gagner. Donc, en réduction de l'effet. On frôle un peu l'approche de la réduction de l'effet. Parce que nous autres, la santé, ça peut vouloir dire aussi, c'est quoi la perception de la santé de la personne qu'on accompagne? Elle, sa santé, c'est quoi être en bonne santé pour elle? Nous autres, on a nos normes, appuyées par de la recherche, puis tout. Puis il y a même la morale au-dessus de ça, en plus. Parce qu'il y a des travailleuses du sexe qui se sont mobilisées à un moment donné pour décoller un projet. Puis c'est des travailleuses du sexe qui sont en faveur de la décriminalisation. Et ils voulaient décoller un projet qui, d'après moi, c'est un projet hyper intéressant dans le développement des habiletés, des compétences, nanana. Ça a été refusé au fédéral parce qu'ils ne sont pas un organisme d'abolitionnistes. Fait que là, on tombe dans des idéologies là, qui viennent, l'influence des idéologies qui viennent décider des besoins des gens. Là, on ne part plus de la base, on part d'en haut. Fait qu'on part souvent d'en haut. Fait que nous autres, on fait de la gymnastique. Fait qu'on transforme des énoncés pour que ça fitte dans le petit cadre. On essaye. Ah, déjà 2 minutes, hein? Moi, j'étais partie là, moi, j'avais peur de ne pas avoir assez d'affaires à dire. Mais bon, OK. Fait qu'il faut composer avec les mesures de rendement. Et ça me fait chier. Je suis gestionnaire maintenant, je le sais, c'est moi qui ai fait l'édition de compte. C'est moi qui va s'asseoir avec des représentants du ministère, puis qui explique l'approche globale, le respect du rythme. Puis avant d'arriver à des résultats, des fois ça peut prendre 10 ans, puis des fois, t'arrives, c'est la mort qui les emporte. Tu sais, je veux dire, créer des environnements favorables, il faut aussi créer des environnements favorables à la mort. Nous autres, on travaille là-dessus des fois. Des gens qui vont mourir, là, puis qui n'ont pas d'espace. On peut s'en créer un espace pour qu'ils puissent mourir tranquille, dans la dignité. Tu sais? Fait que c'est pour ça que nous autres, on est en même temps avec les populations qui coûtent le plus cher. Tu sais, parce qu'ils sont pas qui, ils sont maganés. Tu sais. Mais en même temps, on ne peut pas livrer la marchandise en 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis en même temps, livrer, ça dépend où eux veulent aller. Tu sais, moi, je veux bien avoir l'ambition d'accompagner quelqu'un de Québec à Montréal. Et si cette personne-là peut se rendre juste à Trois-Rivières, bien, c'est ça. Il faut respecter ça aussi. Avant de finir, ça disait dans ma bibliographie, j'aime ça écrire ça, c'est que j'ai développé quand même une certaine expertise en partenariat. Parce que la santé, ça ne concerne pas juste le ministère de la Santé, loin de là. L'éducation, le ministère de la Sécurité publique, là, l'agriculture, ça, on en avait plein tantôt. T'sais. Fait que moi, je me suis dit, écoute, le communautaire, là, on ne peut pas tout faire. Même si on en plaide beaucoup dans notre cours. Là. Mais, je veux dire, ça me prend des alliés. Ça me prend le ministère de la Sécurité publique, entre autres. Je travaille beaucoup avec les services de police. Je vous disais la façon dont les personnes marginalisées sont regardées sur la rue. Il y a beaucoup d'éducation à faire auprès des acteurs, des autres acteurs qui côtoient ces personnes-là qui sont des affiliés. On en fait beaucoup, puis ça va super bien. Ça, c'est quand je dis qu'on peut changer le monde, j'en ai trouvé du monde pour le changer avec moi. T'sais. Fait que changer les perceptions, changer les croyances. On parlait de prévention, là, j'en embarquais pas sur la prévention, mais ça, donc on est en prévention primaire, secondaire et tertiaire aussi, mais il faut travailler en amont de ces phénomènes sociaux-là. Mais bon, ça doit être fini mon temps, hein? Geneviève, c'est trop tentant de ne pas venir sur la question, effectivement, quand on s'arrête à la seule dimension des styles de vie. Parce que vous aurez compris que la promotion de la santé, c'est beaucoup plus que ça. Mais si on prend le microscope et on regarde juste les styles de vie,
je ne sais pas si vous savez, mais de plus en plus, on reconnaît, c'est pas juste bien manger et bien bouger, c'est aussi être nourri par des liens sociaux stimulants. Donc, la faiblesse ou la pauvreté du relationnel, ça se démontre de plus en plus dans des recherches avec, en guillemets, des évidences scientifiques. Donc, tout l'enjeu des liens sociaux. Hein? Et c'est tout un défi dans nos sociétés hyper individualistes. Donc, comment retrouver des milieux où on est capable d'avoir ces liens-là qui sont stimulants, qui renforcent l'estime de soi. Gros défi. Donc, on arrive au terme de cette table ronde. Notre dernier conférencier, je dirais, on l'aborde un peu haut. Donc, on a le plaisir d'avoir parmi nous ce soir, donc, le docteur Horacio Arruda. Donc, le docteur Arruda est médecin spécialiste en santé communautaire. Il a travaillé plus spécifiquement dans le domaine de la surveillance, de la vigie, de l'épidémiologie, d'intervention, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses. Depuis 2000, il occupait la fonction de directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le 9 mai 2012, il a été nommé directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint par le docteur Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le docteur Arruda est rentré en fonction le 1er août 2012. Docteur Arruda, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci, bonjour. Ça marche? Vous m'entendez, là? Oui. Bon, je suis le méchant gars du gouvernement qui va se faire dire qu'il n'y en a jamais assez. Puis je suis très content d'entendre votre propos, Mme Parent, parce que ma lecture du programme de santé n'est pas du tout la même que vous faites. C'est intéressant de voir le nombre de mots qu'on compte, puis qu'est-ce qu'on entend par un environnement sain ou pas. Écoutez, je ne savais pas quoi m'attendre, j'ai décidé de venir parce que pour moi, comme médecin de santé publique, primo et avant tout, je partage toutes les préoccupations que vous avez adressées autour de cette table-là. Bien entendu, actuellement, je joue un rôle au gouvernement. Et j'essaie, moi, de faire valoir, en fait, compte des valeurs qu'on partage beaucoup avec vous en termes de santé publique, de l'action communautaire, de la prise en charge des individus. Des déterminants qui ne sont pas du tout dans le système de soins, qui sont beaucoup à l'extérieur en termes de politique publique. Je vais essayer d'aller rapidement sur tout ce que j'avais prévu pour peut-être être en échange avec vous ou en interaction par rapport à ça. J'ai essayé quand même d'illustrer ici un peu d'historique du concept de santé, comment est-ce qu'il a évolué à travers. Là, je tiens à vous dire, il y a des choses qui ne sont pas là, la commission Rocher, il y a des éléments que j'ai sautés, j'avais peut-être publié des articles, puis ça n'apparaît pas. J'ai juste pris dans ma mémoire rapidement certains rapports qui étaient sortis. En 1974, le rapport Lalonde sortait en parlant à l'époque de certains déterminants de la santé ou conditions essentielles. Il parlait de biologie humaine qu'on ne peut pas vraiment modifier à part avec des vaccins, etc. D'environnement, un environnement qui était pas seulement environnement air, eau, etc., mais l'environnement social aussi, les habitudes de vie, pas rien du côté de la prévention des maladies chroniques, du système de soins. Puis avec le temps aussi que le système de soins, ça correspond à peu d'éléments. Bon, il y a eu la Charte d'Ottawa, vous avez vu, la Charte d'Ottawa qui est arrivée par rappel des principes, je ne vais pas revenir là-dessus. Elle qui va un peu plus loin dans la démarche, qui implique les acteurs, qui parle de politique publique, puis de prise en charge, elle a vu les 5 éléments. On avait à l'époque au Québec une politique santé-bien-être. Là, c'est ça, vous allez dire, écoute le bonhomme, là, ce qui me parle, c'est le document. Puis les documents, on peut l'écrire, ça reste des tablettes, mais je fais référence au fait que ces documents-là sont quand même venus influencer les actions qui ont eu lieu après, soit dans les équipes de santé publique ou à travers les partenaires. À mesure qu'on évalue, si vous me permettez, dans le temps, là, moi je peux vous dire, pour avoir travaillé sa dernière politique gouvernementale de prévention de la santé en bas, qui va sortir sous peu, qui est une politique du gouvernement en prévention de santé, qui implique tous les ministères, bien, on sent que le discours de santé publique, la compréhension des acteurs, des phénomènes par rapport dans les milieux favorables, c'est beaucoup amélioré entre les années 74 où je consultais pour de l'acné à l'époque et rendu où j'avais 14 ans, puis là maintenant, il y a quand même eu une évolution dans la compréhension des phénomènes. Je vais faire fi, si vous me permettez, Mme Parent, des changements gouvernementaux, des différentes réformes qui ont coupé, qui ont été à gauche ou à droite. C'est vrai parce que ça a lieu, puis ça peut avoir des influences sur ça, mais je me place plus dans une perspective de mouvement de société en termes de messages portés par la santé publique.
En 97-2000, on n'avait pas une nouvelle loi de santé publique. On l'a établi, on s'est rendu compte que le système de soins ne pouvait pas atteindre des objectifs parce qu'il n'y avait pas vraiment de priorité. Donc, il y a eu un travail de fait par rapport aux priorités nationales de santé publique. En 2000, on a modernisé la loi, alors qu'on avait une loi de protection de santé publique qui était seulement pour les maladies infectieuses, les éléments environnementaux, etc. On a ajouté tout l'aspect, je vous dirais, psychosocial, l'aspect promotion-prévention, surveillance, promotion, prévention et action communautaire, etc. On a mis l'article 54 en branle, qui permet de commenter toutes les actions du gouvernement avec les impacts sur la santé, ce qui veut dire, par exemple, si le ministère du Revenu ou le ministère des Affaires sociales veut avoir des nouveaux règlements, etc., nous, on peut indiquer au gouvernement, comme conseiller, les impacts potentiels de ça sur les personnes vulnérables, etc. Le gouvernement va décider par après. La loi de santé publique est venue structurer l'action de santé publique par un premier programme national de santé publique. Un premier programme qui est là, qui était l'offre de services de santé publique, qui a permis de clarifier un peu l'approche du réseau de santé publique. Et quand je parle de santé publique, je parle ici des institutions de santé publique. Je ne parle pas de la santé publique ou de l'action que tous les acteurs peuvent faire pour amener la santé. C'est vraiment par rapport à l'offre. Dans votre interprétation du nouveau programme, vous avez l'impression qu'on a coupé sur des éléments communautaires, sur des éléments sociaux. Moi, je n'ai pas la même interprétation. On a voulu briser certains silos entre les différents secteurs de santé publique pour les mettre ensemble, pour travailler en amont sur les déterminants. Bon, là, je veux juste vous dire qu'en fond, on a un deuxième programme national de santé publique, et je vais me taper, je n'ai pas vu votre article parce que je n'ai pas eu à la revue, mais je vais le lire ce soir, pour voir votre interprétation, pour pouvoir avoir une discussion là-dessus par après. Ce que je veux vous dire, c'est clair, un succès majeur, que ce soit en entreprise en santé, que ce soit dans n'importe quel programme, si on veut être capable d'avoir des décisions cohérentes, d'avoir un impact, on parle de région antibiotique, il faut que le plus haut niveau de gestion soit impliqué à l'intérieur de ça. Même si la santé publique, à l'intérieur du système de soins, qui est la partie un peu marginale, correspond aux 2% du budget, n'a pas les leviers qu'aurait notamment le gouvernement par rapport à l'interpellation. Donc actuellement, là, ça fait des années qu'on y travaille, etc., dans la perspective d'une politique, d'une approche qu'on appelle de l'OMS Health in All Policies, ce qui veut dire la santé dans toutes les politiques. Il y a une politique gouvernementale de prévention de la santé qui va sortir sous peu, qui est l'engagement du gouvernement à aller de l'avant pour une politique de prévention de la santé en impliquant tous les ministères, le revenu, les finances, etc., par rapport à ça. On verra les résultats, là. C'est sûr que, vous pouvez dire que c'est une politique, on verra les actions, mais quand il y a un commitment par rapport à ça, ça devient plus difficile de s'y retarder. Fait que ça, c'est un élément nouveau qui s'en vient. Là, je vais retourner à mes diapositives. Peut-être, si vous me permettez. Bon, là, c'est juste pour illustrer la Charte d'Ottawa, le cheminement qu'on a fait. La finalité du programme de santé publique, c'est de contribuer à maintenir et améliorer la santé de la population, ainsi qu'à réduire les inégalités sociales de santé, en offrant un cadre structurant pour une action performante sur les déterminants de la santé. C'est que dans les faits, si vous voyez ici le cadre conceptuel, je pense que dans la revue, on en a fait un autre, c'est essentiellement les mêmes choses. Il y a vraiment l'état de santé de la population avec la santé globale, santé physique, santé mentale, les caractéristiques individuelles sur lesquelles on peut intervenir, mais on est très conscient que c'est les milieux de vie et les différents systèmes et tout le contexte global qui va avoir une influence majeure sur la santé. Donc, les politiques que le gouvernement va prendre par rapport à la réduction des inégalités, au maintien des revenus, etc., ont autant d'effets. L'éducation est aussi importante que la santé par rapport à ça. Et donc, il faut être capable d'agir beaucoup en amont en termes d'intervention. J'ai parlé ici du cadre légal qui sont la loi qui permet de structurer à la fois le programme au niveau national, mais aussi avec cette application au niveau local. Puis, bien entendu, les fonctions essentielles et la promotion de la santé est une fonction essentielle. Et les gens de santé publique jouent un rôle, en fin de compte, de soutien, de service direct à la population dans certains secteurs, mais aussi de collaboration avec les autres secteurs. Dans les faits, vous voyez ici les acteurs de santé publique en interface avec les acteurs de santé des services sociaux, mais beaucoup avec les acteurs des autres secteurs d'activité,
soit les autres ministères et organismes, le parapublic, le privé, le communautaire, et on sait que pour aller chercher certaines clientèles, il faut avoir des projets adaptés à la réalité. Des gens qui sont utilisateurs de drogues intraveineuses ou de certaines clientèles n'utilisent pas les services de santé parce que notre action n'est pas adaptée à cette réalité-là. Et je pense que, bon, sans faire état des modèles de financement et d'édition de compte, moi je peux vous dire que quand on devait travailler sur l'épidémie du sida, ou du VIH, ou des l'hépatite C, ou par rapport aux sécrétions sclérosées, à travers des groupes communautaires qui permettent à la fois, et aussi même du point de vue ethnoculturel, ou avec les autochtones, il faut qu'il y ait une prise en charge du milieu pour adapter nos interventions. Bon, par rapport à élaborer une politique saine, j'essaie de donner quelques exemples qui découlent, je ne sais pas comment il reste de temps, qui découlent un petit peu de ces politiques-là. Bon, on en a parlé tantôt, il y a l'article 54 qui a été instrumenté dans la loi, qui est reconnu à travers, pour un point de vue mondial, comme étant une initiative intéressante. C'est vrai que c'est volontaire, etc., mais de plus en plus les ministères nous soumettent des projets. Il faut comprendre que c'est un avis interne au gouvernement. On ne voit pas souvent sur la place publique décrier nécessairement les éléments, mais on essaie de plus en plus d'intervenir pour sensibiliser les autres ministères à certains éléments. Puis je peux vous dire qu'il y a certaines interventions qui ont été faites du côté du ministère de la Santé qui ont amoindri des impacts où il y a eu des considérations qui ont été prises par rapport au projet initial versus ce projet final. La politique gouvernementale en prévention de la santé a été créée dans une perspective de Health in All Policies. Elle va sortir sous peu. Je ne peux pas dire la date ni quoi que ce soit, on l'attend depuis quelques mois, mais les astres me disent que ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Donc, cette politique gouvernementale est un commitment du gouvernement à s'impliquer, notamment en amont, dans l'intervention dans les différents déterminants qui sont beaucoup dans les secteurs qui sont hors système de santé. Le système de santé, c'est vraiment une petite partie. Et en ce sens, ça va venir chapeauter les différentes politiques sectorielles, puis aussi le Programme national de santé publique, mais d'être capable d'intervenir au niveau de d'autres leviers. Bon, on a introduit des lois comme la loi sur le tabac, des lois qui sont au niveau de l'environnement. Il y a l'évaluation d'impact de plus en plus des projets environnementaux. C'est sûr qu'il y a des situations comme vous avez vécues dans le port de Québec. De plus en plus, dans les nouveaux projets, on essaie d'éviter les activités industrielles proches des endroits où il y a des actions. Là, on recote les éléments du passé, mais je veux vous dire que maintenant, par rapport aux lois d'aménagement du territoire, etc., on essaie, en termes de santé publique, d'éviter des situations qui ont été créées antérieurement. Par rapport à créer des milieux favorables, on supporte énormément de projets qui commencent aussi dès le départ avec le milieu municipal. Prenons par exemple le phénomène de ville et village en santé, de municipalité amie des aînés. Puis pour ville et village en santé, je tiens à saluer un de mes collègues qui est décédé récemment, Torial Lacombe, qui a été un grand promoteur de cette initiative qui vient de l'OMS, où vraiment les municipalités essaient de s'adapter au niveau local et de s'impliquer en termes d'aménagement du territoire. On a des exemples, par exemple, de municipalités avec des aînés qui sont des projets. Du côté des écoles, en termes d'approche de promotion de la santé, alors qu'on avait souvent l'accès au programme, je vous dirais, en silo dans les écoles, on essaie de développer des approches qui sont issues du milieu, basées sur une connaissance des phénomènes, en essayant d'avoir une école en santé, des choix qui sont faits par l'école, en fonction de leur priorité, et on est là pour les supporter. Si on regarde par exemple tout le travail qui a été fait avec Québec en forme, où on a mobilisé des milieux à faire le portrait de leur situation, et quand on parle de saines habitudes de vie, faisons bien attention, souvent on a l'impression qu'on essaie de mettre le poids sur l'individu pour changer son comportement. On est très conscient qu'actuellement, l'environnement favorable, ça veut dire l'accès à une alimentation adéquate au pourtour, donner accès à de la nourriture saine, de jouer sur l'environnement, d'intervenir en termes de politique avec les compagnies productrices d'alimentation pour que les aliments plus sains. Donc ce n'est pas seulement une intervention de type individuel, mais qui doit être supportée par le milieu. Renforcer l'action communautaire. À travers Québec en forme, il y a eu des actions de fait. Il
il y a des tables sectorielles. On travaille au niveau de certains groupes par rapport à des problématiques spéciales de lutte au VIH, SIDA, d'hépatite C avec les groupes communautaires. On travaille avec les associations québécoises de prévention du suicide et les centres en prévention du suicide. Donc, je pense que c'est clair que l'action communautaire doit être présente. Puis, en termes d'acquérir des habitudes individuelles, on sait, vous l'avez bien dit, on n'est pas tous égaux et on essaye d'intervenir en amont en permettant très jeunes d'obtenir supporter les familles qui ont des problèmes importants au point de vue psychosocial par des programmes spéciaux comme le CIP. Les garderies, c'est quand même un endroit où on permet de sensibiliser, notamment dans le but de favoriser les habitudes individuelles pour permettre d'avoir un succès scolaire. Il y a des interventions au niveau des écoles en santé et par exemple de compétences parentales. En ce qui est de réorienter les services de santé, il faut falloir, vous l'avez dit, on utilise à peu près 60% ou presque 50% du budget de la santé. Les éléments, on veut essayer d'intervenir beaucoup en intersectoriel, mais au sein du système de soins. Moi, je pense qu'on a un grand travail à faire en termes de pertinence clinique des interventions. On sait qu'un très grand nombre d'interventions qui sont très coûteuses ont très peu d'impact sur la santé et qui sont financées à très faible coût, même en termes de médication. Et pour moi, ce chantier de pertinence-là, c'est un enjeu important pour le maintien du système de soins et pour être capable de chercher des argents pour dégager vers les éléments de prévention. C'est un peu là, le discours que je voulais tenir. Je suis vraiment disponible pour discuter avec vous de votre vision de ce que vous vivez sur le terrain.